Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Chant du héron au crépuscule de Tan Toan Eng, publié aux éditions Charleston. Dans ce roman, nous allons voyager jusqu'en Malaisie dans la ville de Kuala Lumpur. C'est dans cette ville que nous allons y rencontrer la juge de la Cour suprême, Teo Yung Ling. Teo Yung Ling est là dans son bureau pour la dernière fois de sa carrière, car après aujourd'hui, elle sera officiellement à la retraite. La juge Teo est la deuxième femme nommée à la Cour suprême. Elle a siégé dans le tribunal de Kuala Lumpur durant 14 ans et aurait pu poursuivre encore 2 ans sa carrière si elle l'avait souhaité. Malheureusement pour la femme lettrée qu'elle est, sa santé cérébrale va mal. Après plusieurs alertes du type oubli de nom ou de mots, et après avoir remarqué qu'il lui arrivait de ne pas pouvoir se concentrer sur son travail qu'elle aime tant et fait avec conviction depuis de nombreuses années, elle a choisi de consulter. Imputer ses mots à l'âge n'était pas une réponse satisfaisante pour elle, et elle avait raison. Elle va progressivement perdre ses facultés jusqu'à être complètement perdue dans les limbes de son esprit fracturé. Une fois les rondes jambes terminées dans son ancienne salle de tribunal, elle empaquete ses affaires, ferme sa porte et part. Elle quitte Kuala Lumpur pour retourner à Yugiri. Cette propriété, elle l'a héritée, tout comme les droits d'exploitation de son œuvre littéraire et artistique de Haritomo en personne. Elle tient à y retourner avant que sa tête ne parte dans des contrées brumeuses. Son ami de longue date, Frédéric Pretorius, 60 ans, l'attend. Quand elle le revoit, elle décide de lui parler de son état de santé. Bien qu'un peu choqué par la nouvelle, il rebondit de suite en lui recommandant de coucher sur le papier tous les souvenirs qu'elle ne souhaite pas perdre. Si le jour fatidique de l'oubli la frappe bel et bien, il sera présent pour elle et lui lira ses écrits, y compris ceux de ses jugements. Au départ, Yun Ling est contre. Mais quand un souvenir vif lui revient au contact du jardin d'Haritomo, elle comprend que Frédéric a sans doute raison. Elle commence donc par le début. Elle s'appelle Teo Yung Ling, elle est née en 1923. Elle n'a pas eu une jeunesse facile, car si son père avait une bonne situation dans la vente de caoutchouc quand la guerre a éclaté, il n'a rien pu faire pour empêcher que ses 2 filles ne subissent l'internement en camp japonais. Yun Ling avait alors 19 ans et sa sœur aînée Yun Hong, 22. Là-bas, elles ont vécu l'enfer. Yun Ling y a laissé 2 de ses doigts, Yun Hong y a laissé sa vie. Pour supporter l'insupportable, la force de l'imaginaire est précieuse, et les 2 sœurs se sont mises à imaginer le jardin idéal de Yun Hong. Quand elle était plus jeune, leur père a profité d'un voyage d'affaires pour les emmener avec lui au Japon. C'est là qu'elles ont pu voir leur premier jardin traditionnel japonais et visiter de nombreux temples. C'est durant ce voyage qu'est née la passion pour les jardins japonais de Yun Hong. Une fois de retour chez elle, l'aînée s'est documentée et a appris l'existence d'un jardinier impérial fraîchement installé en Malaisie. Cet homme s'appelle Nakamura Haritomo. La jeune Yun Hong n'aura jamais eu l'occasion de le rencontrer ni de paysager son propre jardin japonais. Yun Ling a décidé que ce serait son devoir de survivante de créer le jardin japonais de sa défunte sœur. Pour ce faire, elle devra obtenir de l'aide. C'est là qu'elle se souvient de l'homme dont sa sœur lui parlait. Elle se souvient aussi qu'il est le voisin de Manius Pretorius et de sa femme Emily. Déjà 6 ans se sont écoulés depuis qu'elle est sortie seule du camp japonais, et pourtant sa haine est solidement ancrée en elle, ne facilitant pas sa carrière de juriste. Après une incartade, elle s'est fait renvoyer, remettant son projet de jardin honorifique au premier plan. Elle quitte Kuala Lumpur et rejoint la plantation Majuba de Manius, un ancien ami de son père. À son arrivée, elle est bien reçue, mais attend impatiemment son entretien avec Haritomo. Elle espère qu'il acceptera de créer un jardin japonais en l'honneur de sa sœur. Ces années au camp continuent de conditionner son quotidien, la faisant se lever plusieurs heures avant le lever du soleil. Trop nerveuse à l'idée d'être de nouveau confrontée à un homme japonais, elle part trop tôt. Sur place, elle se rend compte que l'on peut réellement s'exprimer par le biais de la domestication de la nature et au hasard de sa découverte, elle tombe sur le maître des lieux en pleine séance de tir à l'arc. L'entretien ne se déroule pas comme Yun Ling l'espérait, car l'ancien jardinier de l'empereur refuse de créer pour elle ou pour sa sœur un jardin. Elle rentre à Majuba déçue, mais loin d'être résignée totalement. Le lendemain, alors qu'elle ne s'y attendait pas, Haritomo lui propose de devenir sa nouvelle et première apprentie. Il n'a pas le temps ni l'envie de créer le jardin japonais de Yun Hong, mais il peut et aimerait lui enseigner la manière de le réaliser par elle-même. Faute de mieux, elle accepte et convainc Manius de lui louer un bungalow sur la plantation.
partir de ce jour, elle va apprendre l'art de concevoir des espaces verts, l'art de dompter la nature et de la contraindre à sa volonté afin d'exprimer une émotion plus grande, plus intemporelle et plus universelle qu'elle-même. Au fil de ses souvenirs, Theo Yunling va redécouvrir certains aspects de sa personne et de son histoire. Elle va aussi réaffronter des moments clés de son passé. Ce livre est le témoin de son parcours de femme meurtrie par la guerre, de femme combative et résiliente. Pour le découvrir, rien de plus simple, maintenant, à vos livres. Une lecture qui nous donne à voir une part de l'histoire de la Malaisie et du Japon. Une plume fine et catchy qui n'a aucune peine à transmettre des émotions sans jamais tomber dans le pathos. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 2 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!